le texte dont je vais vous parler aujourd'hui est un texte qui est édité pour la première fois. Et c'est un texte qui a été écrit originellement en grec et qui est perdu dans la langue originale et qui n'est transmis qu'en arabe. Alors l'histoire de ce texte est très complexe. En un sens, elle nous fait parcourir toute une série de régions un petit peu fantasmatiques. C'est un texte dont on connaît l'existence via des citations depuis le XVIIIe siècle. Mais c'est un texte dont on a trouvé un manuscrit que très récemment dans la bibliothèque Hagia Sophia d'Istanbul. Alors, le manuscrit est tellement incompréhensible qu'on n'a pas pu l'éditer, et c'est grâce à la découverte récente en Iran, dans la ville sainte de Qom, d'un nouveau témoin qu'on a pu enfin reconstituer ce texte. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Il y a un philologue, très probablement d'Alexandrie, du nom de Ptolémée, qui nous parle d'Aristote, et qui nous parle d'Aristote en des termes qui ne se trouvent que là, dans ce texte, et qui donc nous permet de mieux comprendre qui était Aristote comme homme, je dirais même public, mais aussi qui était Aristote comme philosophe et comme savant. Ptolémée, en effet, a d'abord écrit une vie d'Aristote, qui nous apporte des renseignements nouveaux sur la façon dont Aristote a eu des relations avec les Athéniens, avec les Macédoniens, qui étaient la puissance conquérante de l'époque, comment il a essayé de trouver une voie moyenne entre Athènes et la Macédoine. C'est un texte qui nous dit comment les Athéniens se sont comportés à l'égard d'Aristote, c'est-à-dire ce qu'on ne savait pas complètement. Donc c'est véritablement quelque chose de nouveau pour comprendre le grand jeu politique macédonien à la fin du IVe siècle et pour comprendre la position exacte d'Aristote dans ce grand jeu. Donc une position qui est ni celle d'un agent pour les Macédoniens, ni non plus celle d'un intellectuel en chambre qui n'aurait jamais rien vu se passer dans le contexte qui était le sien. Ce texte nous a transmis aussi donc une liste des œuvres d'Aristote, une centaine d'œuvres d'Aristote, une liste qui nous permet de mieux comprendre ce qu'Aristote a écrit. En ce sens, c'est quelque chose comme une révolution dans notre façon d'appréhender l'activité d'écriture d'Aristote, puisqu'on se rend compte, grâce à cette liste, qui compte une centaine de titres, que les œuvres conservées d'Aristote ne sont qu'une minorité, une petite minorité du travail total de réflexion philosophique, d'enquête, de recherche d'Aristote. C'est-à-dire qu'on a conservé la partie peut-être la plus marquante de son corpus, mais on a perdu des dizaines d'œuvres du plus haut intérêt. Un mot sur l'identité très mystérieuse de l'auteur. Donc, ce mystère, et au fond, apparaît dès la page de titre du Budé, puisque c'est un titre bizarre, un peu gréco-arabe, Ptolémée el-Gharib. Donc Gharib en arabe a deux significations, et jusqu'à ce livre, au fond, les érudits n'avaient pas tranché. Gharib en arabe veut dire soit étranger, soit étrange. Un peu comme en anglais, stranger and strange, en français, donc étranger, étrange. Donc c'est cette même dualité de sens qui se trouve en arabe dans un seul mot, Gharib. Donc jusqu'à récemment, on ne savait pas trop si c'était Ptolémée l'étranger ou Ptolémée l'étrange. Et l'énigme m'a paru s'expliquer si l'on prêtait attention aux deux sources grecques de l'Antiquité tardive qui mentionnent notre auteur, et qui le confondent avec le grand fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie, Ptolémée Philadelphe. Donc qui est Ptolémée Philadelphe? Ptolémée Philadelphe, c'est Ptolémée qui aime sa sœur. Pourquoi s'appelle-t-il Philadelphe? Eh bien parce qu'il s'est marié, suivant la coutume pharaonique, et pour des raisons évidemment de stratégie politique, il s'est marié avec sa sœur, Arsinoé. Les Syriaques, tombant sur cette attribution de notre texte à Ptolémée Philadelphe, ont trouvé que c'était quand même un petit peu bizarre d'être comme ça l'époux, ou au moins l'amant de sa sœur, et on pensait que cette relation de vie commune avait quand même quelque chose d'un petit peu répréhensible. Et les Syriaques ont très probablement donc appelé ce Ptolémée Philadelphe, non pas Ptolémée qui aime sa sœur, mais Ptolémée l'adultère. Or,
le mot syriaque pour adultère et le mot syriaque pour étranger, à une voyelle brève près, sont les mêmes. Et c'est sur cette base, à mon avis, que s'explique cette confusion. La chose, en quelque sorte amusante, est que, au fond, les érudits depuis 2 siècles se sont tout à fait satisfaits de cette appellation d'étrange ou d'étranger, parce qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à comprendre qui était ce Ptolémée. Donc, d'une certaine manière, l'erreur arabe faite sur la base d'une mauvaise compréhension du syriaque, donc entre adultère et étranger, est allée comme un gant au problème historiographique que posait ce texte, et explique, je pense, qu'on n'ait pas creusé plus avant l'identité de Ptolémée l'étranger, qui est tout simplement donc Ptolémée l'adultère, alias Ptolémée Philadelphe, donc cette figure mythique de l'érudition alexandrine à laquelle l'Antiquité tardive a attribué notre texte. Je pense qu'en fait, ce n'est bien sûr pas Ptolémée Philadelphe qui a composé notre texte, il avait d'autres choses à faire, mais que c'est tout simplement un érudit du IIe siècle, un érudit qui a vécu vers 200 après Jésus-Christ, un bon prof de philologie d'Alexandrie qui s'appelait tout simplement Ptolémée, et qui donc a rédigé, à la demande d'un ami romain, un certain Gallus, cette lettre sur la vie d'Aristote et les écrits d'Aristote. Alors la chose est vraiment intéressante parce que on peut se rendre compte, en appliquant certains outils ou certaines méthodes philologiques, on peut se rendre compte que les sources de Ptolémée remontent très probablement, pour une grande part, à la bibliothèque perdue d'Alexandrie. Or, c'est une chose que l'on subodore depuis un siècle au moins, qu'il y a une liaison profonde entre l'école d'Aristote à Athènes, à la fin du IVe siècle, et la façon dont la bibliothèque d'Alexandrie, donc cette fameuse bibliothèque dont nous ne savons presque rien, s'est constituée à partir du siècle qui a suivi. Donc on se doute que les modèles aristotéliciens ont été très forts, on se doute que même des œuvres venant du lycée d'Aristote sont passées dans les fonds de la grande bibliothèque des Ptolémées, mais on n'en sait pas vraiment plus. Et cette liste nous permet, avec une certaine vraisemblance, de reconstituer le fond aristotélicien de la bibliothèque d'Alexandrie, et donc nous permet de véritablement mieux comprendre ce qu'était le projet scientifique de la bibliothèque d'Alexandrie elle-même. Alors, par quel miracle avons-nous conservé tout cela ? Eh bien, par le miracle de la transmission des textes, de la tradition. Nous avons conservé l'œuvre, donc c'est perdu encore une fois, perdu en grec, par une traduction syriaque, très probablement réalisée à la fin de l'Antiquité, vers le VIe siècle, par là, elle-même perdue. Et cette traduction syriaque a à son tour été traduite en arabe au moment de l'âge d'or abbasside, donc de la Bagdad florissante, qui essaye de traduire en arabe tout ce qu'elle peut trouver de sources grecques. Donc, un arabe ou un syriaque anonyme a traduit ce texte du syriaque en arabe et nous a permis par là donc d'y avoir encore accès. Alors c'est un objet véritablement fantastique parce que non seulement donc, il nous révèle toute une série de choses que nous ignorions, mais c'est aussi un texte qui nous montre comment les érudits syriaques puis arabes ont respecté en quelque sorte ou ont admiré le patrimoine grec. Je veux dire par là qu'on a une chose tout à fait spéciale dans ce texte qui est que le traducteur de la liste des œuvres d'Aristote a considéré que cette liste était si intéressante qu'il fallait non seulement traduire les titres, mais aussi les translittérer. C'est-à-dire mettre avec des lettres arabes le son des titres grecs. Et la chose est absolument remarquable, et je dirais presque qu'en ce sens, la liste, qui n'est transmise aujourd'hui qu'en arabe, est malgré tout un peu transmise en grec quand même, mais en grec translittérée en arabe. Alors, quel a été l'apport nouveau qui a permis l'édition d'un texte qui était resté inédit depuis un siècle et demi ? C'est un manuscrit conservé à Qom, qui est en Iran, donc une des grandes villes de la culture persane. C'est un manuscrit qui a été copié par un philosophe persan du XVe siècle qui s'appelait El-Dawani. Donc El-Dawani a vu l'intérêt évidemment du texte de Ptolémée. Et c'est cette découverte récente dans les fonds de la bibliothèque Malarashi de Qom qui a permis l'édition. Alors qu'est-ce que cette bibliothèque Malarashi ? C'est la bibliothèque réunie
par un mollah très cultivé du début du XXe siècle, qui, face à la présence anglaise en Iran, a eu ce projet nationaliste de faire une immense bibliothèque avec le patrimoine donc arabo-persan qu'il pouvait trouver en Iran. Donc ce grand érudit a réuni plusieurs dizaines de milliers de manuscrits arabes et persans qui constituent donc un fonds de toute splendeur. La famille de cet érudit a mis en place un grand programme de catalogage du fonds Marashi. Et c'est au cours de ce catalogage que l'on s'est aperçu de la présence de ce texte de la plus haute importance, dont jusqu'à là n'était connu qu'un seul exemplaire conservé à la bibliothèque d'Istanbul, Hagia Sophia d'Istanbul, donc à la bibliothèque de Sainte-Sophie à Istanbul. C'est donc la découverte est celle des catalogueurs persans qui se sont rendus compte de l'importance de ce témoin dans leur fonds. Et la chose est restée inconnue en Occident jusqu'à ce que je travaille le manuscrit de la bibliothèque de Qom et que je m'aperçoive qu'il fallait absolument donc mettre ensemble, en quelque sorte, toutes les pièces du puzzle, à savoir les citations que l'on connaissait depuis un siècle et demi chez les biobibliographes arabes qui, dans leurs notices sur Aristote, se sont servis de ce texte, le manuscrit d'Istanbul, qui est dans un état bien plus, disons, endommagé que le manuscrit de Qom, et qui donc ne permettait pas, en dépit du fait qu'on le connaissait depuis les années 60, qui ne permettait pas une édition en bonne et due forme, et la trouvaille de Qom. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les manuscrits de ce qu'on appelle la tradition directe, c'est-à-dire les manuscrits qui ont le texte, tout simplement, par rapport aux citations des biobibliographes? Essentiellement deux choses. D'une part, l'adresse de l'auteur Ptolémée à son correspondant Gallus, c'est-à-dire que Ptolémée s'explique sur son projet, sur le contexte, sur ce qu'il entend faire donc en rédigeant cette épître pour Gallus. Ça, nous n'en connaissions absolument rien. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est en un sens plus mineur, mais qui a son importance, c'est que le texte est infiniment mieux transmis dans toute une série de passages de la tradition directe que dans les citations des biobibliographes. Donc ça permet tout simplement de mieux comprendre ce que l'auteur disait. Dernier point, qui est une sorte de paradoxe de la philologie, ce texte, cette découverte, pardon, est importante au sens où elle a révélé qu'elle ne l'était pas tant que ça. Quand vous avez des citations chez des biographes, des bibliographes, vous ne savez jamais quelle est la proportion du texte entre vos mains. Il faut évidemment avoir le texte pour de bon pour savoir si le biographe en question cite peu, beaucoup. Et ça a été permis donc, par la découverte des deux manuscrits de la tradition directe, donc d'Istanbul dans les années 60 et Qom très récemment. Évidemment, encore une fois, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'un tout petit peu décevant, au sens où les biobibliographes citaient quand même de grandes portions du texte. Donc, en ce sens, on a simplement découvert que nous n'étions pas si mal lotis. Donc, si vous voulez, pour cet ensemble de raisons, le texte est exceptionnel et, je pense, mérite d'être lu par quiconque s'intéresse à l'histoire ancienne, l'histoire de la culture et aussi la façon dont on a pu comprendre ce qu'était Aristote dans le monde syriaque puis dans le monde arabe.